Cette vidéo a été écrite et enregistrée le 13 février 2022. Pendant le montage, de nouvelles informations sont arrivées. Les nouvelles informations datant entre le 13 et le 18 février 2022 seront précisées dans la vidéo avec une pancarte mise à jour pendant le montage. S'il y a de nouvelles informations après la diffusion, il est fort probable que je l'aborde dans le commentaire épinglé. Cette précision apportée, bonne vidéo à tous! Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais aborder le cas d'une personne en F1 qui a tout fait basculer durant la saison 2021. Une personne qui avait pour rôle d'arbitrer les débats durant les courses, une personne de l'ombre qui devait rester dans l'ombre et qui a allumé un incendie monstre au Grand Prix d'Abu Dhabi. Je veux bien sûr parler de Michael Masi. Michael Masi, le directeur de course de la saison 2021 de F1. Le directeur de course qui a officiellement fait courir un Grand Prix de Belgique, si on peut appeler ça un Grand Prix. Le directeur qui a eu un rôle beaucoup trop important dans le duel au sommet que nous a offert la F1. Et c'est aussi le directeur qui a une statue à son effigie au siège de Red Bull maintenant. Ah si, c'est vrai, regardez, voilà, il est là. Et je précise, c'est pas un trucage, hein, vous tapez statue Masi dans Google Maps, ça va vous mettre là. Je ne déconne pas. Du coup, ces décisions ont fait beaucoup parler, mais est-ce que ces critiques sont légitimes? Est-ce qu'il applique correctement le règlement? Et est-ce que le règlement est parfait? C'est ce que nous allons voir en revenant sur 5 décisions bizarres de Michael Masi. C'est parti! Dans ce Grand Prix, tout le monde se souvient de Verstappen ayant réussi à dépasser Hamilton via l'extérieur de la piste, mais qui a eu pour consigne de rendre la position au risque de se prendre une pénalité. Mais ce que l'on aurait tendance à oublier, c'est que le tracé du circuit a été en quelque sorte modifié pendant la course. En effet, le fameux virage 4, dans un premier temps, n'était officiellement pas contrôlé durant la course. Ce qui fait que techniquement, rien n'empêchait Lewis Hamilton de dépasser les limites de la piste. Et il s'en est pas privé, il a fait toute une moitié de course en les dépassant ses limites. D'un côté, on peut dire que c'est en partie grâce à cela qu'il a pu maintenir une certaine avance sur Max Verstappen. D'ailleurs, Red Bull, en voyant Lewis Hamilton prendre ce virage assez large, signale l'incident au directeur de course qui va ensuite décider, très tardivement évidemment, de prévenir l'équipe Mercedes que ses pilotes risquaient un drapeau noir et blanc s'ils continuaient à dépasser la limite de la piste. Suite à cela, les pilotes sont prévenus et Lewis Hamilton ne dépassera plus jamais ses limites. Du coup, première question. Pourquoi Max Verstappen, qui n'a pas dépassé autant de fois les limites de la piste, risquait une pénalité lors du dépassement avec Lewis Hamilton? Et se poser cette question amène à cette autre question. Pourquoi Masi a demandé à Red Bull de rendre la position à Lewis Hamilton? Masi s'est justifié en disant que si un dépassement a lieu avec une voiture hors piste qui tire un avantage durable, je prendrai la radio et je suggérerai à l'équipe de rendre immédiatement la place. Cela a été dit très clairement. Red Bull a reçu une instruction immédiate de ma part qui leur suggérait de rendre la position, comme indiqué dans le règlement sportif. C'est ce qu'ils ont fait. Et en soi, cette déclaration semble tout à fait logique. Dépasser quelqu'un en dehors des limites de la piste, c'est interdit et si cela se produit, le pilote qui a dépassé doit rendre sa position ou sinon il sera certainement sous investigation. D'ailleurs, l'article 27.3 du règlement sportif le précise. Les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent la quitter sans raison valable. Les pilotes seront considérés comme ayant quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec celle-ci et, pour éviter tout doute, toute ligne blanche définissant les bords de la piste est considérée comme faisant partie de la piste mais pas les bordures. Si une voiture quitte la piste, le pilote peut la rejoindre. Cependant, cela ne peut être fait que lorsque c'est en toute sécurité et sans tirer un avantage durable. À l'entière discrétion du directeur de course, un pilote peut avoir la possibilité de restituer l'intégralité de tout avantage qu'il a gagné en quittant la piste. Mais dans ce cas, pourquoi Lewis Hamilton a-t-il eu le droit de dépasser les limites 29 fois sans être véritablement menacé par une pénalité? Et là, le directeur de course se justifie en disant que c'était des incidents spécifiquement
différents. Verstappen, c'était pour un dépassement. Hamilton, c'était pour la tolérance des limites de piste. Et d'ailleurs, il déclare « En ce qui concerne la tolérance accordée à ceux qui roulent en dehors des limites de la piste pendant la course, il a été mentionné très clairement lors du briefing des pilotes et dans les notes que ça ne serait pas contrôlé en ce qui concerne le temps autour, pour ainsi dire. Néanmoins, cela sera toujours contrôlé conformément au règlement sportif, à savoir qu'un avantage durable ne doit pas être acquis. » Donc, si j'ai bien compris, comme ce n'est pas dans le cadre d'un temps autour, ce qui veut tout et rien dire, ce n'est pas contrôlé. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a un avantage, ce sera surveillé. Du coup, si on est tout seul, on a le droit de dépasser les limites, mais pas dans le cadre d'un dépassement. Masi peut changer les limites de la piste pendant la course s'il s'aperçoit que les pilotes peuvent gagner un avantage. Et du coup, ça signifie que dès que le virage était surveillé, plus aucune erreur n'était permise aux pilotes, quel que soit le nombre de fois qu'ils avaient dépassé la limite. Bon, très clairement, c'est le genre de choses qui aurait dû être anticipées et qui en plus était très simple à mettre en place. Du genre, je sais pas, définir les limites de chaque virage et tous les surveiller. En plus, les limites de la piste, c'est marqué dans le règlement, je viens de le dire. Bon, après, définir les limites de la piste, c'est peut-être pas aussi évident que cela en a l'air. Entre les fois où on tolère même pas que ça dépasse, où on dit que ça peut être le vibreur qui peut être pris en compte, tout ça. Bon, c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air, mais je persiste en disant que définir les limites pour chaque virage et qu'ils soient tous surveillés, c'est peut-être chiant, mais c'est nécessaire. Les décisions qu'a prises Masi, oui, techniquement, c'est dans le règlement. Mais il y a eu clairement 2 poids 2 mesures. Et bien que je l'aime pas, pour le coup, c'est dégueulasse pour Verstappen qui faisait en sorte de rester dans les limites de la piste. Voilà, je le dis, oui, c'est dégueulasse pour lui. Masi se défend de ne pas avoir modifié le tracé en pleine course, mais permettez-moi d'en douter. Fort heureusement, ce problème sera résolu pour les grands prix suivants avec des tracés clairement définis, des indications claires sur les limites de piste pour chaque virage et pour toutes les séances du week-end. Et oui, je ne l'avais pas dit, mais le virage 4 était contrôlé lors des essais libres et des qualifications. Il était sous ce fameux cadre d'un temps autour durant ces séances. Donc, ce cadre, j'imagine que ça veut dire que comme on se basait sur le meilleur tour des pilotes pour faire le classement dans ces séances, il était impératif de respecter les limites. Mais j'aurais tendance à dire que ce cadre, il doit être tout le temps appliqué. Non, parce que, pour ceux qui l'auraient oublié, il y a dans l'attribution des points un point de bonus accordé au pilote qui fait le meilleur tour pendant la course. C'est vraiment stupide! C'était pas compliqué, mais bon, au moins, c'est réparé pour les prochains Grands Prix. Bon, en vrai, celui-là, je ne peux pas vraiment reprocher grand-chose, mais je pense qu'il est intéressant de l'aborder. Dans ce Grand Prix, 2 pilotes ont subi une crevaison. Lance Stroll à la fin de son tour 29, dans la grande ligne droite avant l'entrée de la voie des stands, et Max Verstappen à la fin du tour 45, au même endroit, mais un tout petit peu plus loin, pas loin de la ligne d'arrivée. 2 incidents similaires, mais 2 décisions totalement différentes. Un drapeau jaune avec safety car pour l'accident de Stroll, et un drapeau rouge pour l'accident de Verstappen. Et là, pourquoi une telle différence? D'abord, prenons le point du règlement qui permet de faire sortir une safety car. Il s'agit de l'article 39.3. La voiture de sécurité peut être mise en service pour neutraliser une course sur ordre du directeur de course. Elle ne sera utilisée que si les concurrents ou les officiels sont en danger physique immédiat sur ou à proximité de la piste, mais les circonstances ne nécessitent pas une suspension de la course. C'est cet article qui a donc été appliqué pour l'accident de Stroll. Et, pour être sincère, je suis totalement d'accord avec cette décision qui a été prise. C'est logique. Mais alors, on pourrait se dire que l'accident de Verstappen, ça aurait été la même chose, parce que c'est à peu près le même accident, et en temps normal, j'aurais dit qu'il aurait fallu faire pareil. Mais il y a eu des problèmes, et ce problème, il est de taille, c'est qu'il y avait des problèmes de fiabilité sur les pneumatiques Pirelli. Mais bon, depuis 2011, on sait que Pirelli et qualité des pneumatiques, ça fait 2, mais passons. Du coup, le fait de suspendre la course, c'est normal et c'est raisonnable. On va pas prendre de risques, autant prendre un maximum de précautions, on va pas espérer qu'il y ait un drame. Et d'ailleurs, l'article 41.1 permet cela. Si des concurrents ou des officiels sont mis en danger physique immédiat par des voitures circulant sur la piste, et que le directeur de course estime que les circonstances sont telles que la piste ne peut être pratiquée en toute sécurité, même derrière la voiture de sécurité, la course sera suspendue.
S'il s'avérait nécessaire de suspendre la course, le directeur de course ordonnera à tous les postes de commissaires d'agiter les drapeaux rouges et de mettre les feux d'interruption sur la ligne de départ d'arrivée. Du coup, à ce stade, il reste 3 tours de course, et 2 scénarios sont possibles. Arrêter la course, ou reprendre la course. Et le premier scénario aurait très bien pu se produire si vraiment ils n'étaient pas sûrs de la qualité des pneumatiques. Mais bon, j'imagine que durant les discussions avec Pirelli, ils ont dû dire qu'il n'y avait aucune véritable raison de suspendre la course et qu'on pouvait reprendre. Bon, ça a obligé tout le monde à changer les pneus, mais bon, c'est autorisé. Mais au moins, ils ont repris et le scénario 2, du coup, a été retenu. D'ailleurs, Masi précise là-dessus, heureusement, depuis quelques années maintenant, nous avons une réglementation pour la suspension des courses. Il y a très longtemps, quand il y avait un drapeau rouge en course après une certaine distance parcourue, on revenait 2 tours en arrière. Avec la règle de suspension de course, il y a en effet une option qui est de ne pas repartir. Mais dans le cadre temporel et réglementaire, nous pouvions repartir. Il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Et en soi, cette décision se défend. Comme il le dit, il restait du temps. Et après avoir consulté Pirelli et qu'ils aient changé leurs pneus, il n'y avait véritablement aucune raison d'arrêter la course. Et après, on connaît la suite, la course reprend pour 2 tours, et Sergio Pérez remporte sa 2e victoire de sa carrière, et Lewis Hamilton perd une occasion en or de marquer des points sur Verstappen. Mais fallait-il faire un départ arrêté pour la reprise de course? Alors, avant de toute chose, que dit le règlement sur ce point? Il faut aller voir dans les articles 42 du règlement qui évoquent la procédure de reprise d'une course. Article 42.8. La course reprend derrière la voiture de sécurité quand les feux sont au vert et que la voiture de sécurité quitte la ligne des stands. Les pilotes doivent suivre la voiture de sécurité à pas plus de 10 longueurs de voiture d'écart. C'est ce qui s'est produit, c'est le tour pour remettre les voitures en piste. C'est normal. Article 42.10. La voiture de sécurité rentre au stand après un tour, sauf dans les cas suivants. Si la piste est humide et que le directeur de course juge nécessaire plus de tours derrière la voiture de sécurité. Deuxième cas, si toutes les voitures ne sont pas encore alignées derrière la voiture de sécurité, ce qui peut arriver, mais bon, dans le cadre comment c'était, ça semblait un peu improbable. Et 3, si un nouvel incident se produit. Bah oui, si jamais il y a, je sais pas, quelqu'un qui fonce sur le mur en essayant de chauffer ses pneus et qui se plaint que c'était Ericsson qui l'avait tapé, alors qu'en fait il n'avait rien fait, on va pas redémarrer la course tout de suite, c'est normal. Du coup, l'article 42.10 est totalement respecté, la voiture de sécurité rentre à la fin du tour. Et article 42.11, lorsque le directeur de course estime que l'on peut rouler en toute sécurité, le message Standing Start, départ arrêté, sera envoyé à tous les concurrents via le système de messagerie officiel. Tous les panneaux de la FIA afficheront SS. Ouais, non, c'est Standing Start, ne surinterprétez pas. Et les feux orange de la voiture de sécurité s'éteindront. Cela sera le signal pour les compétiteurs et pilotes qu'elle rentrera à la fin de ce tour. Au vu des commentaires sur Canal+, j'ai eu le sentiment qu'il pensait que le directeur de course pouvait choisir librement entre un départ arrêté et un départ roulé. Le départ arrêté, c'est le départ sur la grille, comme on l'a vu. Et le départ roulé, en gros, c'est quand le premier dicte son rythme et qui décide de quand redémarrer la course. En fait, comme la procédure de reprise d'une course normale après une safety car. Mais au vu du règlement, si les conditions de sécurité sont bonnes, il n'y a aucune raison de faire un départ roulé. Et oui, du coup, il respecte scrupuleusement le règlement. Je suis sûr que certains d'entre vous sont tout aussi surpris que moi sur ce point. Mais alors, qu'est-ce qui justifie un départ roulé? C'est l'article 42.12 qui le précise. Si après plusieurs tours derrière la voiture de sécurité, les conditions de piste sont jugées impropres au départ arrêté, le message Rolling Start, départ roulé, sera envoyé à tous les pilotes via le système de messagerie officielle. Et blablabla, voilà, on sait, c'est exactement pareil que l'article précédent. Et nous ne sommes clairement pas dans cette situation. Du coup, oui, Masi respecte bien le règlement. Mais est-ce que c'est juste? 2 tours de la course, on est d'accord, ce n'est absolument pas représentatif de l'ensemble de la course. Après, il y a le fait que Lewis Hamilton, s'il n'y avait aucun problème, aurait certainement terminé 2e, qui joue un peu, mais essayons d'oublier ce détail. Certains pourraient me dire que déjà, le fait de mettre une voiture de sécurité, qu'elle soit virtuelle ou réelle, fausse aussi les courses. Et vous n'auriez pas tort. Après, les aléas, les incidents, on en aura toujours en course, c'est même
plutôt rare une course sans réel incident. La voiture de sécurité virtuelle est la solution qui, actuellement, selon moi, fausse le moins les courses. Les écarts sont à peu près maintenus et lorsque la course reprend, on garde au maximum la dynamique de course d'avant incident. En endurance, par exemple, ils ont carrément une procédure qui s'appelle Full Course Yellow, qui force tous les pilotes à ne pas dépasser les 80 km/h sur tout le circuit. Bon, de là à limiter des F1 à 80 km/h, je suis pas sûr que la mécanique apprécierait. Bon, après, il y a toujours le problème des arrêts au stand où l'avantage est monumental. Et là, faut-il fermer la voie des stands pendant les périodes de drapeau jaune? Sur le papier, ça semble être une bonne solution, mais comment on fait pour les pilotes qui avaient prévu de s'arrêter au stand, surtout pendant une procédure de voiture de sécurité réelle? On leur dit pas de bol, tu repars dernier. Je pense pas qu'il y ait de solution miracle, pour être sincère sur ce point. Voilà, ce sont des pistes. J'ai pas dit qu'elles étaient parfaites. Maintenant, dans le cadre d'un drapeau rouge, que faudrait-il faire? On ne peut pas demander aux pilotes de retrouver l'écart qu'ils avaient avec les autres pilotes. C'est totalement impossible. Et même s'il existait une solution du genre, on prend les derniers chronos possibles afin de reconstituer les écarts d'avant-course. Peut-être une bonne idée, mais comment le mettre en place? À moins d'avoir un mode fantôme comme dans les jeux vidéo, c'est totalement impossible. Une solution que je propose serait qu'après un drapeau rouge, la procédure de départ ne soit qu'exclusivement un départ roulé. Cela permettrait, entre guillemets, de figer d'une certaine manière les positions des pilotes. Bon après, s'ils se plantent, là, on peut plus rien faire. Si je pense ça, c'est certainement parce que je vois le départ arrêté comme un moment qui doit être unique dans une course. C'est ce seul moment où tous les pilotes sont littéralement côte à côte et qui va commencer à déterminer la dynamique des pilotes et de la course. C'est ce seul moment où les pilotes peuvent prendre un avantage certain et essayer de le conserver un maximum de temps, comme ils peuvent tout perdre et devoir lutter pour remonter dans le classement. Disons que, voilà, le départ arrêté, je le vois comme le symbole de la course qui commence. C'est ce seul moment qui doit être solennel, où la course commence. Et quelque part, le répéter à cause d'une suspension de course, cela gâche, entre guillemets, ce moment symbolique. Bon, après, je vais pas me le cacher, un départ arrêté, c'est spectaculaire et c'est super. Je pense que je ne me trompe pas en me disant que nous avons tous des frissons jusqu'au premier virage. Et de toute façon, en F1, comme ailleurs, il y a toujours une part de chance. Aussi, une course n'est jamais terminée tant que le drapeau à damier n'est pas agité. Du coup, est-ce vraiment une décision bizarre de la part de Masi? En soi, non. Mais si je parle véritablement de ce Grand Prix, c'est plutôt pour une de ses déclarations qu'il a faites pour justifier le fait d'avoir mis une voiture de sécurité puis drapeau rouge pour l'accident de Verstappen. Et cela m'intrigue. Compte tenu du nombre de tours qui restait à faire, du nettoyage qui était en cours et du fait qu'il y avait autant de débris dans la ligne droite des stands, à ce moment-là, la meilleure option selon moi était de suspendre la course et de tout nettoyer puis d'aller au bout. Je vais garder cette citation pour plus tard. Voir des pilotes sous la pluie, j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare. Et pourtant, cette année, on a été gâtés. Entre les Grands Prix d'Émilie-Romagne, de Hongrie, du moins pour le premier tour, de Russie et de Turquie, la pluie a permis à certains pilotes de mieux s'exprimer et de faire de très grosses performances. Et je pense tout de suite à George Russell et à Lando Norris. Ce sont ces types de Grands Prix que j'adore car c'est dans ces moments-là que certains pilotes s'expriment pleinement, même s'ils ont une voiture clairement moins bonne. Et c'est aussi ces moments vraiment tendus où une seule petite erreur peut coûter très cher. Du coup, un Grand Prix de Belgique sous la pluie, cela m'intéressait. Au fond de moi, je souhaitais que le Grand Prix ait lieu, mais il fallait se rendre à l'évidence que ça n'allait pas se faire. Qu'il y ait de la pluie, c'est une chose, mais que cela rende la piste impraticable en est une autre. D'ailleurs, durant ce week-end, il y a eu beaucoup d'accidents, entre un énorme carambolage durant une course de W-Série, où miraculeusement il n'y a pas eu de blessure grave, et la séance de qualification en F1 où Norris s'est violemment craché au niveau du raidillon à cause d'une piste qui était clairement gorgée d'eau. Ouais, c'est vraiment le type de week-end qu'on peut appeler un week-end pourri. Et d'ailleurs, pour l'accident avec Norris, ça aurait pu être évité. Mais le directeur de course a d'ailleurs reconnu son erreur pour avoir lancé une première fois la séance beaucoup trop tôt.
faute avouée est à moitié pardonnée. Tout ce qui s'est passé durant ce week-end a certainement influencé sur la décision de ne pas faire cette course. Et on va pas oublier non plus, si jamais ça s'était déroulé, le drame qui était survenu en 2019 avec l'accident d'Antoine Hubert au Raidillon. Cet accident s'était produit en début de course, sur piste sèche. Alors, je n'ose imaginer ce qui aurait pu se produire si le départ avait été maintenu. Maintenant, que dit le règlement ? Faisons dans l'ordre. Le chronomètre de l'événement commence officiellement à 15h, heure de départ prévue. Mais on sait très bien, le départ ne se fait pas, la course est suspendue. Mais officiellement, l'événement a commencé et le chrono tourne. Le temps est compté et la durée maximale de l'événement est définie dans l'article 5.3.b. Et le début de cet article 5.3 explique que le nombre de tours défini correspond au nombre de tours qu'il faut pour dépasser 305 km, mais qu'il ne faut pas excéder 2 heures de course. Il existe des exceptions, dont celle présente dans le paragraphe B, justement, qui stipule que si une course est suspendue, la durée de suspension sera ajoutée au temps de l'événement qui ne devra pas excéder 3 heures. Donc, cela signifie qu'à 18 heures, quoi qu'il arrive, le Grand Prix serait terminé. Du coup, après une première tentative rapidement avortée de 2 tours de formation, on se dirige vers l'annulation pure et simple du Grand Prix. Mais les commissaires ont décidé de passer outre ce règlement. En effet, ils ont décidé de suspendre l'événement. Leur objectif, espérer faire 1 heure de course et espérer une accalmie qui doit arriver aux alentours de 18 heures. Alors pourquoi l'article que j'ai cité tout à l'heure, la 5.3.b, n'a pas été pris en compte ? Et là, il faut aller voir du côté d'un autre règlement, le Code sportif international, rédigé pour tous les événements de la FIA. Il est stipulé dans l'article 11, qui aborde notamment les officiels, et plus précisément dans les articles 11.9, qui abordent les pouvoirs des commissaires, que, paragraphe 3, dans le cadre de leurs fonctions, ils pourront notamment, paragraphe O, oui, ça fait beaucoup de paragraphes, prendre la décision d'arrêter de façon temporaire ou permanente tout ou partie d'une compétition. C'est donc cet article qui a été utilisé. Bon, quand tu en arrives à aller dans le règlement de la FIA comme ça, c'est que très clairement ça ne va pas du tout. Et il faut bien avouer que ça sent un peu le bricolage à planer. Du coup, à partir de 18h, le chronomètre redémarre pour 1 heure d'événement et le départ est lancé officiellement à 18h17. Mais ce fut de courte durée, 2 tours seulement. Et à 18h40, la course est officiellement terminée. Mais le mal est fait, des points sont attribués conformément à l'article 6.5. Si une course est suspendue sur l'article 41, abordant les procédures de suspension de course, et ne peut être reprise, aucun point ne sera attribué si le leader a complété 2 tours ou moins. La moitié des points seront attribués si le leader a effectué 2 tours mais moins de 75% de la distance originale de la course, et l'intégralité des points sera attribuée si le leader a effectué 75% ou plus de la distance originale de la course. Et vous allez me dire, pourquoi un seul tour a été comptabilisé dans le classement final ? C'est eux-mêmes qui donnent la justification. Les résultats ont été calculés conformément à l'article 51.14 du règlement sportif de Formule 1 de la FIA, à savoir à la fin du premier tour étant l'avant-dernier tour avant le tour duquel le signal de suspension de la course a été donné. Pour précision, ça signifie que le premier tour de course est techniquement un deuxième tour de formation. Ouais, mais comme chaque tour de formation supplémentaire est comptabilisé comme étant un tour de course, du coup, apparemment, c'est un tour de course. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre bizarrerie que nous avons vue, le fait que Sergio Pérez puisse prendre part à la course. Il y a peut-être des choses à préciser, car d'un côté, ce n'est pas logique qu'il puisse prendre part à la course, et de l'autre, quand on regarde le règlement, techniquement, il pouvait prendre part à la course. En effet, les pilotes démarrant dans la voie des stands ne font pas de tour de formation. Et comme la course n'a pas eu véritablement de départ lors de la première tentative, il a donc été autorisé à prendre part à la course pour la deuxième tentative, qui n'ont pas été des tours de formation du coup. Mais si au final ça n'a pas eu d'impact sur la course en elle-même, si on peut appeler ça une course, je pense qu'il y a potentiellement des choses à revoir. Parce que qu'il y ait 2 tours de formation, c'est une chose. Mais que c'est le deuxième tour de formation qui détermine le classement, c'est pas logique du tout. Du coup, pour revenir sur l'attribution des points,
Très clairement, là, il faut changer le règlement, hein. Et plusieurs questions me viennent à l'esprit. Est-ce qu'il faudrait prendre en compte un nombre minimum de tours sans voiture de sécurité? Pour moi, une course qui se déroule intégralement derrière une voiture de sécurité, j'appelle pas ça une course, j'appelle ça un défilé. Donc oui, pour moi, un minimum de tours sans voiture de sécurité, virtuelle ou réelle, serait bien. Et je fixerais bien ça à 5 tours complets. Ce qui est déjà pas mal, hein. Et ça peut être peu d'un côté, je sais pas, à vous de voir. À partir de quand peut-on valider le résultat d'une course? Je pense que 25% du tracé, c'est bien. Et cela représente environ 77 km de course, excepté Monaco. Et en admettant que les courses durent en moyenne entre 80 et 90 minutes, cela représente un petit peu plus de 20 minutes de course. Et je pense que en 20 minutes de course, il se passe suffisamment de choses. Il n'y a qu'à voir les sprints, un peu plus longs, mais qui donnent un bon aperçu. Les 3 courses sprint ont duré entre 25 et 29 minutes pour une distance maximale de 100 km par sprint. Ce format de course n'est peut-être pas parfait, mais il se passe des choses, surtout dans les premiers tours, je l'admets. Et si on veut aller plus loin, avant les 3 minutes 27 du Grand Prix de Belgique, si on peut appeler ça un Grand Prix, le précédent record du Grand Prix le plus court remontait à Australie 1991 à Adélaïde, avec 24 minutes 34, interrompu à cause d'une grosse pluie. Et pour le 3e Grand Prix le plus court, c'est Espagne 1975 à Montjuïc, j'espère que je prononce bien, 42 minutes et 53 secondes, interrompu à cause d'un grave accident qui a causé la mort de 5 personnes dans le public. Pas très joyeux. Hop là, je fais une petite intervention avant de poursuivre la vidéo avec le prochain point bizarre de Michael Masi, pour dire que il y a eu du changement depuis, et notamment sur l'attribution des points. La FIA a dévoilé un nouveau barème des points suite aux enquêtes qu'il y a eu avec la F1 et aussi suite évidemment à ce Grand Prix, si on peut appeler ça un Grand Prix. Donc ce qu'il propose, je trouve que c'est vraiment très bon. C'est un bon compromis. C'est peut-être par moment peut-être un peu moins ce que j'espérais, mais déjà c'est déjà ça. Je vais tout de suite dire le nouveau règlement. Donc du coup, aucun point n'est attribué si un minimum de 2 tours n'a pas été fait sans safety car ou sans virtual safety car. Déjà, oui, enfin, un minimum de tours sans safety car, sans incident. Oui, ça c'est bien, bravo, c'est ça qu'il fallait faire, oui, tant mieux. Voilà, aucun point s'il n'y a pas un minimum de 2 tours sans voiture de sécurité. Ensuite, il y a du coup, maintenant, 4 barèmes. Le barème entre 75 et 100%, évidemment, qui ne change pas. 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Mais il y a 3 nouveaux barèmes et ils se situent entre 2 tours et 25%, 25% et 50, et 50 et 75. Donc du coup, s'il y a moins de 25% de la course qui est faite, ce sera le barème suivant, 6, 4, 3, 2, 1 pour les 5 premiers. Ensuite, si c'est entre 25 et 50%, 9 pilotes se verront attribuer des points. Donc du coup, ce sera avec le barème suivant, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et si jamais on est dans le cas où on est entre 50 et 75% de la distance parcourue, ce sera cette fois le top 10 qui sera concerné, avec le barème suivant, 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1. Donc oui, c'est bon, c'est une bonne solution. Après, la question que je me pose, c'est qu'en est-il du point du meilleur tour? Là, j'avoue que je ne sais pas, j'ai pas l'information. Et même le site qui est disponible en source, je ne le vois pas non plus. Donc, ouais, je sais pas. Je dois bien avouer que c'est un grand point d'interrogation. En même temps, vous imaginez si Mazepin avait le meilleur tour au Grand Prix de Belgique et qu'il était dans le top 10, ça aurait compté comment? Ça aurait compté avec un demi-point ou un point? Ou bien après, et ça je l'ai pas vu, hein, peut-être que ce n'était pas comptabilisé. Mais bon, au moins il y a du progrès, c'est important de le souligner. Le règlement, il a changé en bien. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo.
Faut-il imposer une durée maximale d'un événement passant outre le règlement du Code sportif international? Je pense pas complètement. D'abord, concernant la durée maximale pour une épreuve de F1, en 2020, la durée maximale était de 4 heures. Et il est passé à 3 heures en 2021. Je pense que déjà, il faut le remettre à 4 heures, ce qui impose aussi des horaires adaptés à la possibilité de faire des courses sur potentiellement 4 heures. Non, parce que apparemment, après 18 heures, il faisait très sombre en Belgique, et on va quand même pas faire courir les pilotes dans le noir. Et pour les suspensions temporaires ou définitives de course via le corps sportif international, je pense qu'il faut préciser ce qu'ils appellent des cas de force majeure, qui peuvent justifier de telles décisions. Et pour moi, la météo ne doit pas être considérée comme un cas de force majeure pour une suspension temporaire d'un événement dans ce règlement. Alors, vous allez me dire, quoi? Mais attendez. Pour moi, cela doit être uniquement précisé pour chacun des sports de la FIA. Que ce soit précisé pour la WRC, pour la F1 ou pour tout autre sport. Je pense que c'est mieux d'avoir un règlement pour chaque sport. Parce que techniquement, c'est pas exactement les mêmes conditions de course. En résumé, ce que j'estime bien, c'est que sauf cas de force majeure grave, du genre un truc, par exemple une manifestation surprise sur la piste, voilà, un effet de foule, tout ça, on ne pourra pas modifier la durée de l'événement du Grand Prix. Ce serait impossible. Du coup, concrètement, ce qu'il fallait faire, c'était annuler le Grand Prix. Mais l'annuler tout court dès le départ. Alors oui, c'est sûr, c'est plus simple de dire ça avec énormément de recul, mais je pense que c'est justement ce recul qui permet d'avancer. En même temps, faut comprendre la FIA. Les pauvres, ils n'auraient pas pu égaler leur record du nombre de Grands Prix organisés en une saison. Déjà qu'ils ont dû accepter le fait qu'ils ne le battraient pas en 2021 à cause du Covid. Mais ouais, non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du nombre de Grands Prix organisés en une saison. Mais bon, l'argent appelle l'argent. Et je pense qu'annuler le Grand Prix aurait été limite plus respectueux envers les spectateurs qui se sont déplacés, qui ont dû certainement dépenser des centaines d'euros rien que pour avoir leur billet. Alors, en frais de déplacement, je n'imagine même pas le budget. Sans compter les hôtels, tout. Ouais, non, vaut mieux pas compter. D'ailleurs, petit aparté, comme le Grand Prix a officiellement eu lieu, les places n'ont pas été remboursées. Mais bon, les promoteurs, ils se sentent un petit peu gênés d'avoir gardé l'argent, du coup ils ont proposé des compensations très généreuses. Un an d'abonnement à F1 TV, la chaîne officielle de la F1, ce qui représente 65 €. Un accès pour un événement exclusif organisé le 25 août 2022, soit le jeudi du week-end de course. Ouais. Et une inscription pour un concours offrant 170 accès au Grand Prix de Belgique 2022 dans une catégorie surclassée par rapport à leur ticket d'origine. Ouais, bon. Et c'est tout. Ça m'a pas l'air très généreux tout ça. Et je rappelle juste qu'il y avait 75 000 personnes qui étaient présentes. Et, sauf erreur de ma part, ça signifie que les billets de 2021 ne sont techniquement pas valables pour 2022. Il n'y en aurait que 170, du coup, qui seraient concernés. J'espère que c'est pas ça. Si vous faites partie d'ailleurs des personnes chanceuses, entre guillemets, d'avoir qui a assisté à ce Grand Prix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me corriger si nécessaire. Mais ouais, c'est pas très bien. Bon, ce Grand Prix, je l'ai pas aimé du tout. Le choix d'organiser un Grand Prix en Arabie Saoudite est déjà un long sujet politique et polémique, mais on n'est pas là pour parler politique, on est là pour parler du règlement. Et on va aussi omettre toutes les interventions de la voiture de sécurité virtuelle ou réelle, car sinon je vais critiquer le travail de cochon des commissaires qui devaient nettoyer la piste. Je ne vais pas non plus parler de toutes les attaques et défenses kamikazes de Max Verstappen pour tenter au minimum de casser la voiture de Lewis Hamilton et au maximum le faire abandonner. Je vous jure, ne me lancez pas sur ce point car j'ai tellement de raisons qui me poussent à dire que Verstappen pouvait mériter bien plus que quelques secondes de pénalité dans cette course et dans plein d'autres. Et je ne vais pas non plus parler de Bottas qui ralentit volontairement Verstappen pour favoriser Hamilton lors de la procédure de voiture de sécurité. Mais si vous voulez un bref avis là-dessus, je pense qu'il faut revoir un petit peu le règlement aussi. Et je vais pas parler du fait qu'Hamilton, lors du tour de mise en chauffe pour le deuxième départ, ait laissé un grand écart avec Verstappen dans le but de lui refroidir ses pneus et lui faire un moins bon départ.
Et encore, c'est même pas la première fois qu'il fait ça, parce que je rappelle, lors du sprint à Sao Paulo, Lewis Hamilton a bien pris son temps pour se placer sur la grille. Il y a peut-être quelque chose à améliorer dans le règlement, car aujourd'hui, rien n'interdit à un pilote de prendre son temps et de créer un important écart entre deux voitures. Non. Du coup, comme je l'ai dit, on ne parle pas de ça, mais on va parler d'un truc en particulier, la négociation de Michael Masi avec Red Bull. Essayons de recontextualiser. Pourquoi une négociation? Pour rappel, un deuxième départ arrêté a été effectué suite à un drapeau jaune puis rouge provoqué par l'accident de Mick Schumacher. Lors de ce deuxième départ, Max Verstappen fait un blocage de pneus et, au lieu d'admettre qu'il a fait une erreur de pilotage, il préfère couper le virage et gêner Lewis Hamilton. Ce qui fait qu'après cette action, Max Verstappen redevient premier, Esteban Ocon en profite pour être second et Lewis Hamilton perd une place et se retrouve troisième. Alors que dans une course normale, je pense que Verstappen aurait certainement eu pour consigne de rendre la position, un nouveau drapeau rouge apparaît suite à un carambolage à l'arrière de la course. Du coup, il n'a pas eu l'occasion de rendre ses positions. Et une négociation a lieu entre Michael Masi et Red Bull, et uniquement entre eux, c'est important de le préciser. Le deal est le suivant. Soit Verstappen démarre premier mais sera sous investigation, et risque certainement 5 secondes de pénalité, soit il démarre troisième sans investigation. Bon, on sait ce qui s'est passé, mais un truc me dérange. Il est où le point de règlement qui aborde ça? J'ai cherché et j'ai confirmé avec plusieurs sources, ce n'est écrit nulle part. Il n'y a pas une seule ligne de règlement qui apporte de ça. Du coup, évidemment que Red Bull a accepté le deal, mais ce que je ne trouve pas juste, c'est que cela n'a pas véritablement pénalisé Verstappen. Cela l'a même avantagé. Et c'est aussi pour ça que je ne veux plus de départ arrêté après un drapeau rouge. Et encore, allez, je veux bien tolérer le fait qu'il y en ait un nouveau si nous sommes du genre dans les 5 premiers tours, ou bien qu'il n'y ait pas eu véritablement un tour de course sans incident. Dans un départ roulé, je pense que jamais Verstappen n'aurait pu remonter aussi facilement. Quoique, con comme il est. Ce qu'a fait Masi pue le bricolage à plein nez. Cela part peut-être d'un bon sentiment, mais c'est clairement mal fait pour moi. Entre rendre la position pendant la course et rendre la position avant un nouveau départ, c'est clairement pas le même impact. Entre 5 secondes potentielles de pénalité et un démarrage avec 2 places de pénalité, ce qui revient à avoir à vue de nez même pas une seconde de pénalité, il y a un monde. Si un jour ça se reproduit et que le directeur de course veut vraiment faire des négociations, il est urgent d'avoir un cadre. On ne peut pas se permettre des bricolages comme ça. Et après, certains s'étonnent, dont moi, que l'on ait l'impression que Masi préfère un pilote plus qu'un autre. Bon, imaginons comment cela pourrait être fait. Déjà, un point qui me semble important, toutes les écuries concernées par la potentielle négociation puissent y prendre part. Cela évitera déjà l'impression qu'il existe des pots de vin entre une écurie et un directeur de course. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner, ces négociations? Quelles décisions pourraient être faisables durant cette négociation? Accepter la nouvelle grille? Refuser la grille et être sous investigation? Refuser la grille et préférer une pénalité de temps de moins de 5 secondes, du genre 2 secondes, je sais pas. Favoriser le départ roulé au détriment du départ arrêté afin de pouvoir reprendre les positions convenablement? Ou un petit mélange de tout ce que je viens de dire? Après, très clairement, je ne sais pas quelle serait la meilleure cette décision, très franchement. Et je prétendrai pas avoir la situation parfaite. Mais j'essaie juste de trouver des solutions qui pourraient être le plus juste possible. Je dis pas que c'est parfait. J'essaie juste de trouver une solution bonne. Après, on pourrait me dire que les négociations pourraient ne pas aboutir. Ça risque d'arriver. Et dans ce cas-là, la décision finale pourrait revenir du coup au directeur de course. Et d'un côté, on revient à la case départ. Et c'est le directeur de course qui décide. Et quoi qu'il arrive, ce sera une décision subjective et elle ne plaira pas à tout le monde, qu'il y ait des négociations ou non d'ailleurs. Mais au moins, ce sera fait dans un cadre. Et bien que l'on ne pourra potentiellement critiquer sa décision, au moins, ce sera dans le règlement et sur ce point, on ne pourra pas véritablement l'attaquer. Du coup, si le règlement était correctement appliqué, que se serait-il passé? Selon moi, il y aurait peut-être eu investigation et il y aurait eu 5 secondes de pénalité pour Max Verstappen. Et je pense que c'est peut-être trop gentil. Après, vous garantir à 100% que ça allait être ça,
Je ne peux pas. Parce que ça aurait très bien pu aboutir à rien du tout, comme ça aurait pu aboutir à une pénalité plus forte. Et là, nous sommes dans le domaine de l'interprétation. C'est impossible d'affirmer à 100% que ce que je pense allait réellement se produire. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les décisions bizarres, je n'ai pas mis des incidents entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Bien que je puisse considérer certaines comme bizarres, comme par exemple les défenses de Verstappen sur Hamilton, qui aboutissent à aucune poursuite à Sao Paulo et à 5 secondes de pénalité pour Verstappen en Arabie Saoudite, ou encore le choix de ne donner que 10 secondes de pénalité à Hamilton pour avoir percuté Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne. Je ne peux techniquement rien dire. C'est en accord avec le règlement. Maintenant, que cela soit sévère ou clément, ou que cela soit cohérent ou pas avec des précédents incidents similaires, c'est le problème de l'interprétation. Hein. Je suis loin d'être d'accord avec toutes ces décisions. Il y en a où je suis d'accord et d'autres clairement pas. Certains pourraient trouver 1000 raisons de plus pour pénaliser Hamilton, tout comme d'autres pourraient trouver 1000 raisons de plus pour pénaliser plus Verstappen. C'est bien pour ça qu'il y a un directeur de course qui doit être impartial, tout comme doivent être des arbitres ou des directeurs de n'importe quel autre sport. Appliquer et respecter le règlement et prendre des décisions avec ce que permet ce dernier. Masi savait que ces décisions allaient être critiquées. Il a signé pour ça aussi. Masi savait que tout le monde allait lui mettre la pression. Et a signé pour ça aussi. Masi savait qu'il allait devoir tout justifier. Il a signé pour ça aussi. Que le règlement ne soit pas parfait et d'un côté, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite le prouve. Je suis sûr qu'il le sait, mais il se doit de respecter. Et jusqu'ici, mis à part le Grand Prix d'Arabie Saoudite, il prend des décisions en accord avec le règlement. Il y a toujours un moyen de le défendre. Cela ne veut pas dire forcément que ses choix sont bons ou qu'il ait tout le temps raison, mais il fait ce qui lui est permis dans le règlement. Et pour la dernière décision bizarre, je ne peux pas le défendre. Je pense que Masi ne voulait pas être dans la situation où il devait choisir qui va gagner la course. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Me connaissant, j'aurais critiqué quoi qu'il arrive, mais je n'aurais pas pu le blâmer sur l'aspect du règlement. Il y a toujours une part de chance en F1, et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Seulement voilà, il n'a pas du tout respecté le règlement. Recontextualisation. La voiture de sécurité intervient dans les derniers tours suite à un accident de Latifi. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui veulent la mort de Latifi, vous n'êtes que de gros cons. Vous n'êtes pas des fans de F1, et pour faire simple, je vous emmerde. Voilà, fin de la parenthèse. Durant la procédure de voiture de sécurité, Hamilton reste en piste avec des pneus durs usés. Et les deux Red Bull en profitent pour entrer au stand pour changer leurs pneus et passer en tendre. Jusqu'ici, tout va bien. Tout est parfaitement justifié. Évidemment qu'il fallait mettre une voiture de sécurité. Avec le recul, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire qu'il fallait mieux mettre un drapeau rouge, mais essayons de se remettre dans les conditions. À un instant T, c'est tout à fait logique qu'ils puissent mettre une voiture de sécurité. Et d'ailleurs, quand on regarde le règlement, même s'il y a un tout petit peu d'interprétation, avec les articles 39, 40 et 41, faut être franc, une voiture de sécurité, ça passait. Nous sommes ensuite dans l'antépénultième tour, c'est-à-dire dans l'avant-avant-dernier tour, et il est annoncé que la course va bientôt reprendre sans dépassement des retardataires. Ce qui fait qu'à la fin de l'avant-dernier tour, la voiture de sécurité va s'effacer pour laisser les pilotes faire un dernier tour de course. Mais Red Bull n'est clairement pas d'accord sur le fait de ne pas faire dépasser les retardataires et supplie le directeur de course de faire passer ces retardataires. Et ils obtiennent gain de cause, et lors de l'avant-dernier tour, seuls les 5 retardataires présents entre Hamilton et Verstappen sont autorisés à dépasser la voiture de sécurité afin de revenir sur le même tour que les pilotes de tête. Les autres retardataires ne sont quant à eux pas autorisés à dépasser la voiture de sécurité. Et une fois cela fait, la voiture de sécurité s'efface, et on sait ce qui se passe. Faisons dans l'ordre. J'en ai parlé dans le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi, mais je vais le répéter sans faire exploser les enceintes. Michael Masi a fait un gros doigt au règlement. Article 39.12 du règlement sportif. Si le directeur de course considère qu'il est possible de le faire en toute sécurité et que le message « La car may no overtake » les retardataires peuvent dépasser maintenant, a été envoyé à tous les compétiteurs via le système de messagerie officiel,
Toutes les voitures retardataires qui ont été doublées par le leader devront passer les voitures étant dans le tour du leader et la voiture de sécurité. Cela ne s'applique qu'aux voitures qui ont été doublées au moment où elles ont franchi la ligne à la fin du tour au cours duquel ils ont franchi la première ligne de voiture de sécurité pour la seconde fois après que cette dernière a été déployée. Stop! Je ne suis qu'à la moitié de l'article et j'ai déjà beaucoup de choses à dire. D'une, pourquoi dans un premier temps il a décidé de ne pas faire dépasser les retardataires? Alors, peut-être que le directeur de course avait des informations sur le fait que ce n'était pas possible de faire dépasser les retardataires en toute sécurité. Mais j'ai énormément de mal à croire à ça. Déjà parce que, paragraphe 4 de l'article 39.12, si le directeur de course estime que les conditions de piste sont inadaptées pour les dépassements, le message "Overtaking will not be permitted", les dépassements ne seront pas permis, sera envoyé à tous les compétiteurs via le système de messagerie officiel. Je suis désolé, hein, la piste, elle semblait clean, hein, les commissaires, ils ont fait leur boulot, ils ont nettoyé la piste. Voilà, il n'y a aucune véritable raison de dire "Overtaking will not be permitted". Et de deux, le fait qu'il ait changé d'avis, tout simplement. Ou qu'il a cédé face à Red Bull et qu'il n'a pas su asseoir son autorité au choix. Ouais. Mais à mon avis, s'il a fait ça, c'est parce qu'il devait essayer d'être dans un cadre réglementaire et qu'il voulait absolument qu'il y ait le dernier tour sous drapeau vert. Je ne vois que ça comme explication. Mais, comme je l'ai dit, il a changé d'avis. Et dans ce cas-là, petit 2, pourquoi seulement quelques voitures et pas tous? Je rappelle que seulement 5 voitures ont été autorisées à dépasser. Et elles étaient toutes situées entre Hamilton et Verstappen. Mais il y en avait d'autres, du genre entre Verstappen et Sainz. Pourquoi elles n'ont pas eu le droit de passer? Parce que Sainz était 3e? Parce qu'il n'était pas prétendant au titre? Et si ce sont ces raisons, je suis désolé, c'est pas valable du tout. Ensuite, je reprends la lecture de l'article avec le paragraphe 3. Après avoir dépassé les voitures dans le tour de tête et la voiture de sécurité, ces voitures doivent alors faire le tour de la piste à une vitesse appropriée sans dépasser et s'efforcer de reprendre la position à l'arrière de la file de voitures derrière la voiture de sécurité. Pendant que les voitures dépassent et afin de s'assurer que cela puisse être effectué en toute sécurité, les voitures sur le tour du leader doivent rester sur la ligne de course à moins qu'il ne soit inévitable de s'en écarter. Et à moins que le directeur de course considère que la présence de la voiture de sécurité est toujours nécessaire, une fois que la dernière voiture retardataire a dépassé le leader, la voiture de sécurité reviendra au stand à la fin du tour suivant. Du coup, petit 3, pourquoi la voiture de sécurité est-elle rentrée un tour trop tôt? Ben oui, comme il laisse passer les véhicules, il fallait attendre un tour de plus. Eh oui, mais il n'y aurait pas eu de reprise de course. Mais c'est comme ça. C'est pas compliqué. C'est marqué dans le règlement. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un arbitre de foot qui se disait que le match, il le terminait au bout de 89 minutes au lieu de 90. Ah merde, ça s'est fait. Bon, le règlement est peut-être pas parfait, mais il est clairement pas là pour faire joli. La seule interprétation que je fais ça, c'est que Masi a consciemment voulu que ce soit Max Verstappen qui soit champion du monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme interprétation? Faire du spectacle? Ah mais tiens, je reprends la citation de tout à l'heure avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, c'est peut-être une surinterprétation, mais j'ai vraiment l'impression qu'il voulait qu'il y ait du spectacle. Et le spectacle avant tout pour faire plaisir aux médias. Comment tu ne veux ne pas interpréter autrement? Ça peut être que volontaire et non une erreur d'inattention. J'imagine que terminer derrière une voiture de sécurité, c'est pas spectaculaire du tout, hein. Et comme cela fait chier de terminer comme ça, fuck le règlement, je fais ce que je veux. Le voilà, votre duel. On vous a vendu que ça se jouerait jusqu'au dernier tour, et voilà, je vous offre ça sur un plateau en or. C'est vraiment honteux. Tu m'étonnes que dans un premier temps, Mercedes songeait à la cache justice. Et on sait ce qui s'est passé. Il y a eu des réclamations. Toutes rejetées. Et ces rapports pour justifier les actions de Michael Masi sont à hurler de rire. Bon, je ne vais pas parler du rapport sur le léger dépassement de Verstappen sur Hamilton durant la procédure de voiture de sécurité, parce que depuis j'ai fermé les yeux, d'autres l'ont fait par le passé sans rien avoir. Voilà. Bon, moi je vais m'intéresser au second rapport, celui sur la procédure de voiture de sécurité.
Alors, je précise juste que sur leur rapport, ils font référence aux articles 48, et il s'agit des articles 38 que je parle depuis tout à l'heure. Alors, pourquoi il y a une différence? C'est que j'imagine que il y a eu d'autres règlements qui se sont greffés en cours de saison, et surtout, la version dont je dispose est de février 2021, donc c'est-à-dire avant le début de la saison. Mais une chose que je peux vous confirmer, c'est que là où eux parlent des articles 48 et moi des articles 38, c'est bien la même chose. Du coup, cette petite précision faite, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Il y a la partie sur la plainte de Mercedes, et ils disent qu'en gros, l'article 48.12 n'a pas été respecté, et qu'ils demandent l'application de l'article 11.9.3h du Code sportif international pour changer les résultats de la course. Ensuite, deuxième partie, on a les défenses de Red Bull. La première, any ne signifie pas all. Bon, il faut que je revienne sur les articles en question, car lorsque je dis toutes les voitures, en fait, c'est marqué en anglais any. Le problème, c'est qu'en français, cela peut vouloir dire tous, comme cela peut vouloir dire quelques. Et tous les médias francophones que j'ai consultés traduisent ce mot par tous. Et les traducteurs aussi me ressortent tous. Bon, on va dire que c'était possible de laisser passer seulement quelques retardataires, même si c'est bizarre, hein. S'il y a un règlement officiel qui existe en français, je souhaiterais bien le voir, mais je pense qu'il n'existe pas et c'est bien dommage. D'ailleurs, en voilà une amélioration à faire sur le règlement, précisez clairement si c'est tous les véhicules retardataires qui doivent dépasser, ou seulement certains qui sont choisis. Même si ma logique voudrait que ce soit tous les pilotes retardataires, comme cela a été fait depuis qu'on a de nouveau autorisé les retardataires à dépasser la voiture de sécurité. Depuis 2012. Deuxième raison de Red Bull, l'article 48.13 stipule que dès que le message Safety Car in this lap apparaît, c'est le signal pour dire que la voiture de sécurité rentre dans ce tour. Ouais, oui, c'est ce que dit l'article, en effet. Troisième défense, par conséquent, l'article 48.13 prévaut sur l'article 48.12. Du coup, si le directeur de course fait apparaître ce message alors que la piste n'est pas encore nettoyée, cela prévaut aussi? Non mais, je dis ça, mais quitte à nous prendre pour des idiots, allons jusqu'au bout de la logique, hein. Quatrième défense, l'article 15.3 donne au directeur de course une autorité prépondérante sur l'utilisation de la voiture de sécurité. Ouais, cet article existe. Et j'appelle ça une blague. Le genre de règlement que l'on ne voit que dans les campus et qui sont là pour la blague. Vous savez, ce genre de règlement, règle 1, le maître a toujours raison, et règle 2, si le maître a tort, référez-vous à la règle 1. Et d'ailleurs, si je regarde en détail cet article 15.3, il a autorité prépondérante sur les essais et la course, et si nécessaire sur l'horaire de la course conformément au règlement sportif. Tiens. L'arrêt de voiture conformément au règlement sportif, l'arrêt des essais ou la suspension de course, la procédure de départ et l'utilisation de la voiture de sécurité. Mais à quoi ça sert alors tous les autres articles s'il est indiqué qu'il peut faire ce qu'il veut? Du coup, le coût de la procédure de départ, en fait, il peut choisir entre un départ roulé et un départ arrêté. Il n'est pas obligé de respecter le règlement en place. Et d'ailleurs, c'est cet article qui a été utilisé en Arabie Saoudite pour Verstappen. C'est quoi les limites de ça? Un jour, il décidera que pour faire un départ, il faudra d'abord faire un 360 à droite, puis un 360 à gauche, puis une marche arrière sur 50 mètres. Ensuite, on allume les feux, et au deuxième feu, on peut potentiellement démarrer, et que on doit tourner uniquement quand on voit que la planète Terre et Mars sont alignés. Et pour la voiture de sécurité, il fait ce qu'il veut aussi. Alors, pourquoi il y a un article qui existe sur le fait que la voiture de sécurité rentre un tour après que les retardataires l'aient dépassé? Ça sert à quoi d'avoir ces articles? Et c'est quoi la prochaine étape? Ça va être du genre, dès que le leader rentre au stand, on va s'assurer qu'il ne puisse pas gagner et on va faire dépasser les retardataires, mais seulement le 15e, le 16e et le 19e, et quand bien même qu'ils sont dans le même tour, ce qui fait que le 19e, il peut potentiellement grappiller 2 places. Et c'est ce qu'il fera, il grappillera 2 places. C'est quoi l'intérêt d'écrire des choses dans le règlement si un article te dit très clairement, le règlement, tu t'en fous? À quoi ça sert? Et à toutes les personnes qui disent, ouais, non, mais ça va, t'exagères, la piste était sûre, ils pouvaient très bien se le permettre, et c'est bien pour le spectacle.
Ok, bon ben on va jouer au Monopoly et dès que j'ai envie, je change les règles pour faire le spectacle. Vous allez adorer jouer avec moi. Hein. Mon armée envahit l'avenue Foch. Je prends le camembert arrêt divertissement. Et j'attrape ta souris. Uno. J'ai gagné. Et cinquième défense, même si tous les retardataires avaient dépassé la voiture de sécurité, cela n'aurait pas changé le résultat de course. Qu'est-ce qu'ils en savent? Et Sainz alors? Il était troisième, il aurait très bien pu créer une surprise et être deuxième. Ou pourquoi pas premier, on ne sait jamais. Et les retardataires, le deuxième groupe, ils jouaient pour la 12e position. Mais qui te dit qu'il n'y en aurait pas un qui aurait tenté la 11e voire la 10e position? T'en sais rien. Il aurait très bien pu avoir un changement au classement, comme il peut très bien ne pas y en avoir. Mais la probabilité qu'il y ait eu un changement au classement existe. Donc non, ce n'est pas valable. Ensuite, il y a la parole de Masi dans ce rapport, et il se défend en disant que l'article 48.12 sert à enlever les voitures qui interféraient la course entre les leaders, et que l'article 48.13 a été appliqué aussitôt. Et il a ajouté qu'il a été convenu avec les équipes que, dans la mesure du possible, il était hautement souhaitable que la course se termine sous drapeau vert, sans voiture de sécurité. Ah bon? Alors, ok, bon, juste un truc, hein. Soit c'est extrêmement bien planqué, car je n'ai pas du tout retrouvé cet accord sur Internet. Simplement, ils en ont parlé, oui, mais je n'ai pas retrouvé un seul papier là-dessus. Soit c'est confidentiel, ce qui me semble bizarre, surtout pour ce genre de truc. Soit cela a été fait oralement. Et je vais vous apprendre quelque chose. Un contrat oral, c'est caduc. Pour qu'un accord soit effectif, il faut qu'il soit écrit. Donc, j'espère très franchement que ce qu'il dit, ça existe. Et je ne l'ai pas trouvé pour le moment. Et d'ailleurs, si on veut vraiment jouer avec les mots, hautement souhaitable. Ça veut dire quoi? On passe les règles, on s'en fout des règles. C'est pas assez précis, je suis désolé. Là, avec ce qu'il dit, soit il dit que le dernier tour doit être sous drapeau vert et que toutes les écuries sont d'accord pour que ce soit sous drapeau vert, peu importe le règlement, soit on fait du mieux qu'on peut, c'est en accord avec le règlement. Cette phrase, c'est l'art et la manière de dire tout et son exact opposé. Donc non, là c'est clairement pas une décision qui se défend. Je suis désolé. Pour moi, non. Et enfin, la conclusion des commissaires, et c'est magique. Les commissaires sportifs considèrent que la réclamation est recevable. Après examen des différentes déclarations des parties, les commissaires déterminent que l'article 15.3 permet au directeur de course de contrôler l'utilisation de la voiture de sécurité, ce qui implique, selon les commissaires, son déploiement et son retrait. Et bien que l'article 48.12 n'a pas été pleinement appliqué en ce qui concerne le retour de la voiture de sécurité au stand à la fin du tour suivant, l'article 48.13 l'emporte et il est obligatoire de retirer la voiture de sécurité dès que le message s'affiche. Mercedes demande de corriger le problème en modifiant le classement pour refléter les positions à la fin de l'avant-dernier tour. Il s'agit d'une mesure qui, selon les commissaires, raccourcit effectivement la course rétrospectivement et n'est donc pas appropriée. En conséquence, la protestation est rejetée. L'art est la manière de dire oui, c'est recevable, il y a bien une erreur, on en est conscient, mais non, parce que le directeur de course a raison et même s'il a tort, on ne peut pas modifier le classement. On comprend votre plainte, mais on ne fera rien. Il y a un mot pour qualifier ça. Incompétence. Comment on peut avoir confiance en ces personnes qui décident d'appliquer partiellement un règlement et qui ont pour seule excuse, on a le droit de faire ce qu'on veut, lol. Du coup, je me pose sérieusement la question, est-ce que ça aurait abouti à la même chose si les rôles étaient inversés entre Lewis Hamilton et Verstappen? Il y a de quoi douter. Et en admettant que ce soit le même résultat, cela vous aurait plu qu'Hamilton ait eu son 8e titre grâce au directeur de course et au commissaire? Pour moi, non. Tout comme ça me fait chier d'associer le premier titre de Verstappen à ça. Et on le saura jamais, à moins de trouver le bon univers parallèle. Est-ce que Red Bull aurait fait exactement pareil que Mercedes? Est-ce qu'ils auraient été jusqu'au bout? Est-ce qu'ils auraient été jusqu'au tribunal? On n'en sait rien. Mais voilà. Voilà comment gâcher une super saison. Voilà comment diviser les fans. Et voilà comment dégrader l'image de la F1.
Ceux qui croient que ce qui vient de se passer est une bonne chose, je ne vous cache pas mon inquiétude. Depuis, une enquête a été ouverte par la FIA. Autant au début j'espérais qu'il y ait des choses, autant maintenant, je sais vraiment pas quoi m'attendre avec cette enquête. Retirer le titre de Verstappen? À quoi bon? Faire une exception et dire qu'il y a 2 champions du monde? Pourquoi faire? Changer des points de règlement? Il le faut, et j'espère que ce sera significatif, mais d'un côté, j'y crois pas totalement. Changer le directeur de course? Pour mettre qui d'autre à la place? Et s'il reste, comment les pilotes et les écuries peuvent-ils avoir confiance en lui? Et comment pouvons-nous avoir confiance en ses décisions? Et comment pouvons-nous être sûrs qu'il est vraiment impartial? Et hop, une mise à jour très importante, car depuis le 17 février 2022, la FIA a décidé que Michael Masi ne serait pas directeur de course en 2022. Et très franchement, c'est une bonne solution parce que je ne vois pas comment il aurait pu faire pour asseoir son autorité. Non, c'était foutu. Avec tout ce que je viens de dire, c'était foutu. Mais bon, il y aura toujours le problème du titre de Verstappen. Hein. Et ouais, ce sera à jamais entaché par ça. Ouais, bravo Masi. Du coup, il sera remplacé par 2 personnes, Eduardo Freitas et Niels Wittich. J'espère que je prononce bien leur nom. Donc les deux ont de l'expérience. Eduardo Freitas a 20 ans d'expérience en tant que directeur de course en endurance, donc ça inclut aussi les 24 heures du Mans. Quant à Niels Wittich, il est directeur de course en DTM. Il y aura donc 2 personnes d'expérience qui s'alterneront pour l'année 2022. C'est une bonne chose. Faut-il revoir complètement la manière d'arbitrer une course? J'ai cru comprendre qu'il y aurait pour 2022 des intermédiaires entre les écuries et le directeur de course, ce qui ne serait pas un mal, très franchement. Bon, parce que si la course a repris, c'est aussi en partie grâce à Red Bull. A supplié le directeur de course de relancer la course en enlevant les retardataires présents entre Verstappen et Hamilton. Voilà, ils ont réussi leur coup. Mais celui qui avait la décision finale et qui aurait pu éviter tout ça, c'était bien le directeur de course. S'il y a bien un responsable qu'il faut pointer du doigt, c'est bien lui. Du coup, je ne sais pas à quoi aboutira cette enquête. Mais je demande pas grand-chose. Du spectacle sur les pistes, oui, mais sans artifice via une manipulation du règlement. Et que ce règlement ne favorise pas le spectacle au détriment du mérite. Et qu'il soit clair, net et précis, et qu'il n'y ait rien qui ne le contredit. Que ce ne soit pas contredit par des articles blagues. Maintenant, ce que j'attends de voir, c'est les courses de 2022. Que cela soit avec ou sans Masi. Je veux que pour la saison 2022, avoir des réponses à mes questions. Verstappen sera-t-il à la hauteur avec son statut de champion du monde en titre offert par Masi? Hamilton peut-il avoir son 8e titre qui lui a été volé? Est-ce que d'autres pilotes viendront jouer les troubles fêtes et seront potentiellement des candidats sérieux pour le titre? Est-ce que la saison 2022 de F1 sera folle? C'est ce que nous verrons prochainement. Rendez-vous à Bahreïn pour le début de la nouvelle saison. Voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Cette vidéo, elle m'a demandé énormément de travail afin de regrouper les sources et structurer ce que j'avais à dire. Et c'est d'ailleurs la première fois que j'écris le texte de la vidéo avant de l'enregistrer. Toutes les sources utilisées sont disponibles dans la description. Et voilà, du coup n'hésitez pas à commenter la vidéo, dire ce que vous avez pensé de toute cette affaire, de cette saison, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit, tant que c'est respectueux, voilà. Et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si cela vous a plu, voilà. Sur ce, je vous dis ciao!